Alors, je suis un petit peu désolé pour ceux qui étaient là l'an dernier et qui sont venus m'écouter au même moment, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas vu. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit l'an dernier, mais évidemment avec une mise à jour. Donc, la mise à jour, c'est que la cible de la mission Rosetta, qui s'appelle la comète Churyumov-Gerasimenko, est passée nous voir à l'automne. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé, j'avais mis 7 ans en gros après Rosetta, encore bien des questions sur les comètes. Donc, qu'est-ce qu'on connaît, qu'on ne sait pas encore sur les comètes depuis en gros la mission Rosetta et quelles sont les dernières nouvelles liées au dernier passage de la comète Churyumov-Gerasimenko. Alors, un petit rappel au début, mais j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, ceci est très basique et tout le monde est au courant. Donc, qu'est-ce qu'une comète? Il y a plusieurs questions dans la qu'est-ce qu'une comète. Qu'est-ce que ça veut dire le mot comète? Donc, au départ, c'est le terme qui vient du grec kométes, qui veut dire astre chevelu. Donc, il y a une description par rapport à son aspect. Et en fait, en fin de compte, c'est un petit peu comme ça qu'on définit une comète par rapport aux autres petits corps du système solaire. Donc, la définition pratique du Minor Planet Center, c'est qu'une comète, c'est un petit corps qui tourne autour du Soleil sur une orbite pas forcément fermée, on verra, mais qui manifeste une activité, c'est-à-dire en gros qui se présente avec quelque chose de flou autour d'un point central. Alors, d'un point de vue scientifique, évidemment, c'est quand on va sur place avec les missions, on va dire que c'est un petit corps qui comporte de la glace. Et lorsque cette glace se rapproche du Soleil, le corps se rapproche du Soleil, il y a un moment où elle va passer à l'état de vapeur, elle va se sublimer et donner naissance à cette chevelure. Donc, et ensuite, quand elle est suffisamment proche du Soleil, les composants de la chevelure, à savoir la poussière et les gaz, vont donner naissance aux queues qui sont, en fait, les queues ne sont plus vraiment des phénomènes propres aux comètes, mais des phénomènes de l'interaction de la comète avec le milieu environnement, à savoir le rayonnement solaire ou le vent solaire. Alors, on ne peut pas parler des comètes sans parler, en gros, de la formation du système solaire et de leur origine. Je ne me suis pas beaucoup présenté, je m'excuse au passage. Ouais. Donc, d'un point de vue professionnel, aujourd'hui, je mets la casquette professionnelle. Je travaille à l'Observatoire de Paris, je suis basé à Meudon et mon sujet d'étude, évidemment, vous avez deviné, c'est les comètes. Et plus particulièrement les comètes en ondes radio, un petit peu infrarouge, c'est-à-dire tout ce qui nous permet de connaître la composition des comètes. Alors, pourquoi on s'intéresse à la composition des comètes? Parce que ce sont des vestiges de la formation du système solaire. Donc, si on remonte 4,56 milliards d'années dans le passé, on est en gros 1 à 10 millions d'années après la formation du Soleil. Donc, à partir du moment où les réactions nucléaires sont allumées, le Soleil émet de la lumière de manière intense au centre d'une nébuleuse dans laquelle il reste du gaz et de la poussière qui tournent autour du Soleil dans un disque. Et dans ce disque, il y a des zones plus ou moins froides. Tout près du Soleil, il va faire chaud, donc tout ce qui est composant, comme on dit, volatile, donc les glaces et tout ça, vont pas se condenser sous forme de glace, évidemment, donc la vapeur d'eau est sous forme de vapeur. Par contre, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du Soleil, on va croiser ce qu'on appelle les différentes lignes de glace. En gros, au-delà de la région où se formait Jupiter à l'époque, on a traversé la ligne de glace d'eau. C'est-à-dire tous les corps qui sont formés au-delà vont pouvoir être riches en glace d'eau. Et plus on s'éloigne, plus on va franchir des lignes de glace d'éléments plus volatiles, c'est-à-dire qui ont tendance à être plus facilement à l'état gazeux à basse température, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone et puis le diazote. Donc à cette époque-là, les planètes géantes sont les premières à se former. Elles vont d'abord se former par l'accrétion de ces petits objets, soit riches en poussière, mais matière réfractaire à l'intérieur de la ligne des glaces d'eau et riches en glace au-delà. Et à partir d'une certaine masse critique, qui vont être de l'ordre d'une dizaine, une quinzaine de masses de la Terre, ces noyaux de planètes géantes vont attirer le gaz, donc essentiellement l'hydrogène et l'hélium, pour former des planètes comme Jupiter, puis Saturne, puis Uranus, puis Neptune, dont la masse va d'une quinzaine de masses terrestres à 300 masses terrestres. Alors évidemment, leur évolution va diriger l'évolution de ce qui reste, qui n'a pas encore formé des planètes. Donc à l'origine, quand les planètes se sont formées, il reste ce qu'on appelle une ceinture de Kuiper originale, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà de ces planètes-là. Donc des objets essentiellement glacés, situés en gros entre 20 fois et 30 fois la distance de la Terre au Soleil. Donc il faut voir que le système solaire était plus resserré à l'époque, et qui fait environ 15 fois la masse de la Terre. Donc là, on en est et après 10 millions d'années, c'est plutôt la période où vont se former les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, plus près du Soleil.
avec ce qu'il en reste, puisque en fait, dans un premier temps, Jupiter et Saturne vont se rapprocher du Soleil, ils vont vider un peu la matière. Alors les modèles actuels, ils s'arrangent à ce qu'il reste juste ce qu'il faut pour former nos 4 planètes telluriques. Éventuellement aussi le progéniteur de la Lune qui va donner naissance à la Lune lorsque la Terre va rentrer en collision environ 60 millions d'années après la naissance du Soleil. Et dans ce va-et-vient qui va durer en gros peut-être jusqu'à 1 milliard d'années, en gros jusqu'à 800 millions d'années, et ben, tous les autres objets qui n'ont pas formé de planète vont être plus ou moins dispersés un peu partout du fait de l'interaction avec les planètes géantes. Certains modèles, donc on a ce qu'on appelle le modèle de Nice, indiquent qu'il y a une phase critique. Bon, ça dépend des modèles, qui peut se passer entre 500 et 800 millions d'années après la formation du Soleil, mais dans certains cas, ce n'est pas aussi net, voilà, donc ça dépend des simulations. Mais à un moment où il va y avoir une perturbation essentielle importante dans le système solaire, c'est-à-dire en fait, on va avoir la résonance entre Jupiter et Saturne, c'est-à-dire que Jupiter fera exactement 2 tours autour du Soleil quand Saturne en fera un. Tout ça parce que, évidemment, les planètes, en fait, une fois qu'il n'y a plus de gaz dans les nébuleuses, elles ont tendance à s'éloigner. Et quand on atteint cette phase critique, eh ben, l'alignement récurrent de Jupiter et Saturne avec le Soleil va perturber les planètes extérieures, Uranus, Neptune, dont les orbites peuvent être même amenées à se croiser. C'est pour ça que certains modèles prévoient qu'en fait, Uranus a été formé au-delà de Neptune et elles ont échangé leur position. Et dans cette partie de va-et-vient, tout ça, on a cette phase très instable, des orbites qui vont être excentriques et qui vont balayer une bonne partie du réservoir d'objets glacés qui est resté de la formation du système solaire. Et on estime donc que 99,7% de la masse a été perdue à ce moment-là. C'est-à-dire qu'après ça, il va rester que quelques fractions de masse terrestre dans cette ceinture du Kuiper. Alors tous ces objets-là, ils ne sont pas tous perdus pour le système solaire. Une partie va être précipitée vers les planètes internes. Donc un des exemples qu'on donne, c'est par exemple la formation des mers lunaires, les grands bassins qui par la suite vont être remplis par des épanchements volcaniques sur la Lune, qui retrace cette époque qu'on appelle l'époque du grand bombardement tardif, où le taux d'objets qui venaient frapper la Terre, la Lune, tout ça, était bien plus important. On peut imaginer qu'à cette époque-là, des objets comme ceux qui sont à l'origine, par exemple, de la disparition des dinosaures, au lieu qu'ils en tombent tous les 65 millions d'années, ils pouvaient en tomber tous les ans, quoi. Donc c'était un peu avant justement l'apparition de la vie sur Terre, parce que cette phase-là était un petit peu violente. Donc on peut penser que ces objets aussi ont contribué à l'apporter de l'eau sur Terre à cette époque-là. Les modèles actuels disent que ce n'est pas toute l'eau des océans, mais on n'est jamais un facteur discret. Et bon, l'autre partie qui va, comme j'ai indiqué sur les flèches, qui ne va pas tomber vers l'intérieur, va être soit définitivement perdue par le système solaire, soit à être éjectée un peu aux limites du système solaire et former le nuage de Oort. En gros, le nuage de Oort, c'est cette enveloppe schématiquement sphérique, donc qui occupe toutes les directions d'espace. Les objets sont éjectés par Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, un peu dans toutes les directions. Donc ça forme une coquille plus ou moins sphérique, située environ à 40 000 unités astronomiques, mais c'est une distance moyenne, il n'y a pas une frontière. La frontière, si on veut, elle va se situer à peu près là où le champ de gravité du Soleil va s'équilibrer avec ce qu'il y a autour dans la galaxie. Actuellement, vous savez que c'est Proxima du Centaure ou Alpha du Centaure qui sont les plus proches, environ à 4 années-lumière. Mais en 3,8 milliards d'années, il y a des étoiles à passer plus ou moins proches. Donc la distance moyenne, j'ai mis 40 000 unités astronomiques, on peut dire 60 000, on n'est pas à un facteur, je dirais, 30 ou 50% près. 60 000 unités astronomiques, en gros, c'est une année-lumière. Donc pour certains, si on veut dire où est la fin, la limite du système solaire, au-delà d'une année-lumière du Soleil, c'est sûr qu'on n'est plus du tout sous l'influence du Soleil. Mais jusqu'à environ une année-lumière, actuellement, on est quand même sous l'influence de la gravité du Soleil. Et ce sont des objets, il ne faut pas grand-chose pour qu'ils quittent aussi le système solaire. Et donc, on estime actuellement que ce nuage de Oort engloberait environ 500 milliards de comètes pour les comètes qui ont un diamètre de l'ordre de 2 km. Avec toujours une distribution en taille, c'est-à-dire que s'il y a 500 milliards de comètes de 2 km, il va y avoir grossièrement 500 millions de 20 km, 500 000 de 200 km et quelques objets qui font peut-être de l'ordre de 1000 à 2000 km. Et au passage, il a été détecté, en fait, ça a été annoncé il y a 2 ans, mais l'objet, on a retrouvé dans des archives il y a 8 ans, une comète dont le diamètre est de 140 km qui approche actuellement du Soleil. Mais elle ne sera jamais plus près du Soleil que Saturne, donc elle ne sera jamais très brillante. Mais voilà, c'est parmi une des plus grosses comètes qui vient du nuage de Oort, qui a été détectée récemment. Elle fait 140 km de diamètre.
Et puis, ce n'est pas le seul réservoir d'objets. Il y a aussi ce qui reste de l'origine de la ceinture de Kuiper dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui aurait environ 2 milliards de comètes. Parmi les objets les plus gros dans ce disque de Kuiper qu'on connaît, c'est Pluton et Eris qui font 2000 km de diamètre, quoi. Donc voilà où sont actuellement les deux principaux réservoirs de comètes, donc des vestiges de formation du système solaire. Et c'est ces objets-là, quand ils vont, du fait des perturbations d'une étoile de la galaxie sur le nuage de Oort ou d'une planète comme Uranus-Neptune sur la ceinture de Kuiper, avoir une trajectoire qui va les amener à revenir près du Soleil. Donc schématiquement, les objets du type venant de la ceinture de Kuiper, alors j'ai mis disque dispersé, c'est-à-dire que dans la ceinture de Kuiper, qui est dans le plan de l'écliptique, le plan orbital des planètes, il y a des sous-composantes d'objets qui sont sur des orbites un peu plus inclinées, un peu plus excentriques, et c'est ce qu'on appelle le disque dispersé. Et du fait que les orbites sont un peu plus inclinées, un peu plus excentriques, ces objets-là vont être plus sujets à être perturbés par Neptune. Et lorsqu'ils vont se rapprocher par exemple trop près de Neptune, leur trajectoire peut se voir modifiée. C'est-à-dire que le point au niveau de l'orbite de Neptune va ramener le point le plus proche du Soleil de l'orbite de Neptune à, mettons, l'orbite de Jupiter. Donc on connaît actuellement environ 150 objets qu'on a classifiés comme Centaures. Donc ce sont des objets dont l'orbite est située en gros entre, on va dire, 40 unités astronomiques et 5-6 unités astronomiques du Soleil. Alors, ces objets-là, ils sont sur des orbites instables à l'échelle de quelques milliers à centaines de milliers d'années. Donc c'est des objets qui sont un petit peu dans cette phase intermédiaire, qui ensuite, parce qu'ils sont instables, pourquoi? Parce qu'ils vont facilement croiser les orbites des planètes géantes du système solaire, notamment Jupiter. Et lorsqu'on passe près de Jupiter, dans un cas sur deux, en fait, le point le plus proche du Soleil, qui est au niveau de Jupiter, va se trouver le point le plus éloigné, et le point le plus proche va être injecté plus près du Soleil, au niveau des planètes comme la Terre ou Mars. Et donc, comme l'objet va passer près du Soleil, les glaces sont sublimées et il va se faire remarquer comme une comète. Et toutes ces comètes-là qui sont sur des trajectoires globalement entre Jupiter et on va dire Mars ou la Terre, c'est ce qu'on appelle les comètes de la famille de Jupiter. Elles ont la propriété d'être toujours dans le même plan orbital, donc elles tournent dans le même sens que les planètes. Et alors, donc on en connaît environ 700 et ce sont ces comètes-là qui vont être plus faciles à atteindre par des missions spatiales, du fait qu'elles sont dans le même plan que les planètes et puis elles ne passent pas très loin des planètes, quoi. Et donc la comète Churyumov-Gerasimenko, la cible de la mission Rosetta, elle est dans cette famille-là et elle revient nous voir tous les 6 ans et demi. A l'inverse, les comètes qui viendraient du nuage de Oort, perturbées par soit une étoile de passage, soit ce qu'on appelle les effets de marée galactique. La galaxie exerce un peu des marées comme le Soleil et la Lune sur la Terre. Donc il y a des marées sur le nuage de Oort. Et donc, de temps en temps, une comète va, entre guillemets, tomber vers le Soleil. Alors, il faut savoir que quand elle vient du nuage de Oort, elle va mettre entre 1 et 10 millions d'années. Donc, il y a une étoile qui peut être passée près du nuage de Oort il y a 10 millions d'années. Maintenant, on ne sait plus où elle est. Mais à l'époque, elle est passée suffisamment près pour qu'une comète ait été éjectée vers l'intérieur du système solaire et passe nous voir lorsqu'elle passe suffisamment près du Soleil. Et en passant près du Soleil, elle peut être aussi amenée à passer pas trop loin de Jupiter ou Saturne, même à 1 ou 2 unités astronomiques, ça peut suffire pour que sa trajectoire se modifie. Et en fait, une comète qui arrive directement du nuage de Oort, en gros, dans 45% des cas, la petite modification va l'éjecter définitivement du système solaire. Donc elle va repartir, mais avec le petit peu qui suffit d'énergie supplémentaire pour traverser le nuage de Oort et ne plus s'arrêter quand elle y repassera. Ou alors un petit peu moins, et à ce moment-là, elle va revenir sur une orbite un peu plus courte. Donc, au cours de plusieurs passages, on a l'exemple par exemple de la comète de Halley. Et en fait, il y a environ 90 comètes qui sont à peu près sur des orbites similaires, c'est-à-dire inclinaison quelconque, mais comme elles ont été perturbées quelquefois par les passages près des planètes géantes, elles décrivent leur orbite en moins longtemps. La comète de Halley, c'est 76 ans environ. Donc, on connaît comme ça environ 90 comètes dont la période va être entre 15 et 350 ans et qui reviennent nous voir périodiquement. Pour ceux qui reviennent tous les 350 ans, ce n'est pas les mêmes qui les voient à chaque passage, mais voilà. La comète de Halley, peut-être que certains d'entre nous auront la chance d'avoir vu 2 fois. Et voilà. Et puis, donc, il y a les 10% qui restent, des 45-45, c'est celles qui vont repartir jusqu'au nuage de Oort et revenir dans 2 ou 3 millions d'années. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Il existe 2 sous-familles qui ont été mises en évidence récemment. D'abord, ce qu'on pourrait appeler les astéroïdes actifs, qu'on appelle en anglais les main-belt comets.
c'est des objets qui sont dans la ceinture d'astéroïdes. Donc, eux sont toujours à l'intérieur de l'orbite de Jupiter, contrairement à toutes les autres comètes dont j'ai parlé qui passent un moment à l'extérieur. Toujours au-delà de Mars. Donc, c'est des orbites relativement stables. Et donc, elles se trouvent au sein, en fait, donc j'ai mis en bleu les trajectoires des 25 objets qu'on connaît. Et tous les points rouges, c'est les astéroïdes, à peu près les 500 000 astéroïdes catalogués qui sont à peu près au même endroit, quoi. Alors, pourquoi on appelle ça des comètes? Parce que ce sont des objets qui ont une apparence de comète. Donc, une des premières découvertes, c'est la comète Elte-Spizarro, qui a été découverte en 1996, qui de temps en temps, en fait, à chaque fois qu'elle passe un peu plus près du Soleil, son orbite est légèrement allongée, va développer alors une chevelure vraiment tout petite, parce que vous voyez en haut, je ne sais pas si je peux arriver à montrer, voilà, on voit juste un petit point. Par contre, il y a une longue queue ici, là, qui se développe à chaque fois. Donc, du fait que c'est une activité récurrente, on peut classer ça comme comète. Hein. Ce n'est pas uniquement un événement sporadique, parce qu'il y a des astéroïdes de temps en temps et des collisions. Lorsqu'un astéroïde rentre en collision avec un autre, ça va développer un nuage de poussière. Donc, ça va ressembler momentanément à une comète. Certains sont classés comme comètes, mais après coup, on s'aperçoit que ce n'était pas un phénomène de sublimation qui était probablement responsable d'activité. Je vous donne un autre exemple ici de comète, elle a même un objet double là. On voit qu'il y a un double noyau. Donc ça aussi, c'est une comète qui, malgré son aspect double, a été vraiment classée comme comète, puisqu'il y a une réactivation à chaque passage un peu plus près du Soleil. Mais sur les 25 objets, il y en a quand même un bon nombre. Ça reste à confirmer que ce sont vraiment des comètes. Et il y a quelques projets maintenant de mission spatiale d'aller en voir un de plus près pour savoir si ce sont vraiment des comètes, quoi. Vu le fait que, comme depuis a priori 3,8 à 4,5 milliards d'années, ils sont relativement près du Soleil, on pourrait penser qu'ils ont perdu une partie de leur glace et pas comprendre trop pourquoi ça se comporte comme des comètes. Et alors, il y a d'autres objets qui sont... Alors, il y en a un, je ne vais pas beaucoup en parler, là, un I Oumuamua, qui n'a pas eu l'apparence de comète, mais que certains pensent être une comète. Le deuxième objet du même style, la comète de I-Borisov, qui était classée initialement C2019 Q4 Borisov, c'est clairement une comète. Vous avez une image ici du télescope spatial Hubble. On a même détecté, on en parlerait, le gaz qui s'en échappe. Mais la trajectoire n'a rien à voir avec tous les objets dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est des trajectoires qui étaient entre l'ellipse ou la parabole, c'est-à-dire que, enfin l'ellipse, presque le cercle pour certains, donc il y a quelque chose qui est relativement circulaire. La parabole, hein, c'est l'ellipse qui se ferme à l'infini dans le nuage de Oort. Là, on est sur une orbite clairement hyperbolique. Hein. L'excentricité 3,37. Donc vous voyez la trajectoire que j'ai mis en marron. En gros, l'objet a traversé le système solaire en étant légèrement dévié en passant au-delà de Mars à peu près 2 unités astronomiques du Soleil au périhélie, mais passé un petit peu, si on veut, à toute allure, au point tel que quand on calcule sa vitesse, quand il était, mettons, très loin du Soleil, disons au niveau du nuage de Oort, si on veut, la vitesse était de 32 km par seconde. C'est la vitesse orbitale de la Terre. C'est considérable. Ça veut dire qu'en fait, sa vitesse par rapport au système solaire était 32 km par seconde. Il y avait l'autre objet, un I Oumuamua, qui était passé donc en 2017. Lui, sa vitesse était d'ordre de 25 km par seconde, 26 km par seconde. Mais il faut savoir que le Soleil se déplaçant aussi à 20 km par seconde par rapport à l'environnement local, en général, une bonne partie de cette vitesse-là est liée au mouvement propre du Soleil. Un I Oumuamua, lui, en fait, il venait... Alors, vous voyez que Borisov ne vient pas dans la même direction, mais justement, les petits vecteurs que je vous ai mis là, alors, ici en vert pour Oumuamua, vous voyez, il est petit parce qu'en fait, le Soleil se déplace comme ça, lui arrive comme ça. Donc, c'est la combinaison qui fait 26 km par seconde, mais en fait, lui, il se déplace très peu par rapport au système environnant. C'est un objet qu'on a un peu capturé. Par contre, Borisov a quand même une composante assez importante pour que la composante totale fasse 32 km par seconde. Alors, pour donner un ordre d'idée, hein, à 32 km par seconde, ça veut dire qu'il faut 10 000 ans pour faire le voyage depuis le nuage de Oort. Donc, cet objet-là, il a croisé le nuage de Oort il y a 10 000 ans. Alors qu'on prend la comète de 2017 K2 Pan-SARS qu'on observe le soir, là, elle a mis plus d'1 million d'années pour arriver, quoi. Voilà, donc là, ce sont les deux premiers objets interstellaires qu'on détecte. Alors, la probabilité qu'on en détecte n'a jamais été nulle. Simplement, maintenant, comme on a des instruments plus sensibles et tout ça, on risque d'en détecter plus fréquemment que par le passé. Il y en a peut-être eu tous les 5 à 10 ans, mais... donc, Borisov a atteint la magnitude 15. Oumuamua, c'était un objet qui a été observé entre les magnitudes 28 et 21. Donc,
même peut-être 19 au mieux, mais il fallait avoir la chance d'observer au bon endroit, au bon moment pour un objet qui passe vite. Donc en résumé, on a deux grandes familles de comètes. Les objets qui sont dans le plan écliptique. D'ailleurs, une nouvelle classification des comètes maintenant, c'est plus les comètes qui sont dans le plan écliptique et les comètes qui sont sur des orbites quelconques. Donc dans le plan de l'écliptique, alors bon, il y a les comètes de la famille de Jupiter et puis les centaures dont je vous parlais. Alors parmi les centaures, je dis qu'on en connaît 150, il y en a une quinzaine qui sont actifs, qui se révèlent déjà être des comètes. Les autres, bon bah, ils sont peut-être un peu trop loin du Soleil ou ils n'ont pas assez de glace, on verra. Il y a les objets de la ceinture d'astéroïdes et puis aussi, bon, il y a des objets comme les comètes de la famille de Encke qui ont la particularité d'être un petit peu comme les comètes de la famille de Jupiter, mais elles ne vont pas suffisamment loin pour être sous l'influence de Jupiter. Donc, c'est un petit peu compliqué de savoir comment elles sont arrivées là, mais elles sont sur une inclinaison pas trop importante. Contrairement aux orbites astéroïdales, elles passent plus près du Soleil, donc elles sont bien plus actives, mais voilà. Et puis donc les orbites d'inclinaison quelconque, on a donc tout ce qui vient du nuage de Oort. Alors dans le nuage de Oort, on va distinguer aussi les comètes qui manifestement reviennent pour la deuxième, troisième fois parce que le point plus éloigné est quand même plus proche du Soleil que le nuage de Oort, en gros à une année-lumière. Donc c'est des objets qui vont repartir à quelques centaines d'unités astronomiques, voire quelques milliers, mais pas 40 000. Et puis bon, les comètes qui arrivent pour la première fois du nuage de Oort. Les objets interstellaires, bon, ça ils viennent même de plus loin, et les comètes du type de la famille de Halley. Et puis on a aussi des comètes vraiment à courte période, comme la comète périodique McColl-1, qui elle, on pourrait presque la mettre dans la première catégorie, mais on ne la met pas dedans parce que ce sont des objets dont l'orbite justement est quelconque, c'est-à-dire point de vue inclinaison. Des objets qui ont à courte période, mais qui peuvent être rétrogrades ou très inclinés, donc a priori, ils ne viennent pas de la ceinture de Kuiper, parce qu'en général, l'inclinaison est quand même quelque chose qui est à peu près conservé dans ces perturbations par les planètes. Voilà, alors maintenant, on va passer un petit peu à la connaissance scientifique qu'on a des comètes. Alors évidemment, il y a eu les événements au cours de la dernière décennie, à savoir en premier lieu la mission vers la comète Churyumov-Gerasimenko avec Rosetta. Et donc cette comète qui est repassée à l'automne 2021, Churyumov-Gerasimenko, qui en fait, comme on verra, a pu être beaucoup mieux exploré à distance en 2021. Donc ça permet de comparer ce qu'on a vu en 2015 avec Rosetta et à l'automne dernier. Et puis, bon, certaines autres comètes, comme la jolie comète Neowise, là, qui est passée au périhélie il y a 2 étés. Et d'autres comètes que je cite, sur lesquelles on a fait beaucoup de choses, parce que les comètes brillantes, maintenant, comme les techniques s'améliorent, on arrive à faire pas mal d'études. Et puis quelques comètes particulières, je parlerai un petit peu de cette comète Pan-STARRS 2016 R2, vous voyez. Quand on parle des couleurs des comètes, cette comète qui est exclusivement bleue, et on verra pourquoi. Alors la mission Rosetta, donc c'est une mission de 12 ans, qui a passé exactement 784 jours à côté de la comète, ça veut dire à moins de, en gros on va dire moins de 3000 km, parce qu'à un moment c'est un petit peu éloigné, et donc qui a suivi la comète pendant un peu plus de 2 ans, lors de son passage au plus près du Soleil. Donc elle est arrivée près de la comète, on était à 3,5 unités astronomiques du Soleil. On l'a suivie jusqu'à 1,2 unités astronomiques du Soleil et puis on a continué à la suivre jusqu'au 30 septembre 2016 où on était environ aussi à un peu plus de 3,6 unités astronomiques du Soleil. Après ça, on était trop loin du Soleil et puis trop loin de la Terre pour poursuivre la mission et la comète, de toute manière, elle s'était un petit peu arrêtée d'être active. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la mission Rosetta. Je vous montre quelques images. Donc, vous voyez le noyau en haut à droite qui tourne avec, là, on est au mois d'août 2015, on est quasiment périhélie. De temps en temps, et on a observé à de multiples reprises, on a des petits sursauts. Vous voyez qu'il y a un moment, hop, on a un petit jet, hop là, comme ça, qui dure que quelques minutes. Il y a un des sursauts, alors c'est pas celui-là qui a été identifié clairement à un événement qu'on pourrait appeler qualifié de géologique à la surface, c'est-à-dire qu'il y a une falaise qui s'est effondrée. Alors la gravité est très faible, c'est-à-dire que même s'il y a quelques dizaines de milliers de tonnes qui tombent, ça va mettre quelques heures, et parmi ces fragments de falaise qui tombent, il y en a une proportion importante qui va être, en fait, elle ne va pas retomber comme ça, mais elle va au contraire se soulever, parce qu'il y a de l'activité gazeuse qui va soulever les plus petites poussières et provoquer ce genre de jet, quoi. Sinon, évidemment, il y a eu le petit module Philae qui s'est posé à la surface. Donc, vous avez ici les images prises par Philae en train de descendre qui va aller se poser ici.
Donc comme Rosetta, en fait, à la fin de la mission, on laisse tomber, entre guillemets, et donc en chute libre, le module à la surface, donc il va se poser pour l'échelle, qui va arriver environ à 1 mètre par seconde à la surface, après 7 heures de chute libre. La gravité, c'est un 100 millième de ce qu'on a sur Terre. Donc Philae qui fait 100 kg sur Terre, et son poids équivalent sur la comète, c'est celui d'une demi-feuille de papier, quoi. Donc il arrive environ à une vitesse qui est à peu près la même vitesse que si nous on saute d'une marche sur Terre. Et à la fin de la mission, on a fait pareil pour Rosetta. Mais malgré tout, trop de vitesse, donc il y a eu plusieurs péripéties qui fait que, en fait, les systèmes qui devaient essayer de le laisser en position quand il arrivait n'ont pas complètement fonctionné. Donc en fait, il a rebondi pendant 2 heures avant de se poser. Et au lieu de rester ici, on l'a retrouvé finalement à la fin de la mission posé de travers à 2 km de là. Et vous avez donc là, c'est une image prise par Rosetta de Philae en septembre 2016. Et là, c'est l'image de la surface de comète avec une résolution de quelques millimètres prise par Philae. Et en fait, ici, on voit un pied du module d'atterrissage qui est ce pied-là avec cette partie qui est éclairée qui est ici, quoi. Donc, alors évidemment, bon, ça, c'est la partie, je dirais, esthétique, si on veut, de la mission Rosetta. À côté de ça, bon, les informations scientifiques, on va les tirer pas mal de ce qu'on appelle la spectroscopie. Alors, la spectroscopie et spectrométrie. Alors, spectroscopie, je vais appeler ça, donc c'est pour quand on analyse la lumière qui vient, que ce soit en ondes radio, en ondes visibles, en ondes infrarouges ou en ondes ultraviolet. Et la spectrométrie, c'est la mesure de la composition, spectrométrie de masse du gaz et entendu quelques poussières qui ont été, je dirais, si on veut, absorbées par les instruments appropriés, que ce soit sur Philae ou sur Rosetta. Et à côté de ça, nous, évidemment, pour compléter, et puis pour voir d'autres comètes, on fait des observations à distance. Alors, comme il y avait un petit radiotélescope sur Rosetta, moi, personnellement, avec mes collègues, on utilise surtout ce gros radiotélescope qui, lui, au lieu de faire 30 cm, fait 30 mètres de diamètre, situé en Espagne, qui nous permet de voir l'émission des molécules, tout comme on peut voir aussi ces émissions des molécules en infrarouge, alors que ce soit du sol avec des télescopes comme le télescope de Keck ou l'IRTF qui sont à Hawaï, dans des télescopes qui font entre 3 et 10 mètres de diamètre, ou à son époque le télescope Herschel, et puis maintenant il y a le télescope James Webb Telescope qui a pris le relais, alors pas exactement la même longueur d'onde, mais qui permet aussi d'observer les émissions des molécules. Et donc, en 2021, la comète Churyumov-Gerasimenko est repassée nous voir. Donc, vous avez la trajectoire ici en rouge de la comète. Donc, les points 1, donc là, c'était 1 jusqu'à 5, même 6. C'était les points qui correspondent à l'exploration par la mission Rosetta, ce qu'on a appelé la phase d'escorte. Donc, on était début août 2015, on est arrivé 2014, c'était là. Au périhélie ici, donc le 13 août 2015, mais la Terre était là. Donc vous voyez, la configuration n'était pas très favorable. Elle est repartie, et puis donc elle est revenue. Donc en 2021, la comète, quand elle était au périhélie ici, la Terre était là. C'était l'apparition la plus favorable sur plus de 40 ans qu'on puisse avoir de la comète. En plus de ça, elle est passée un petit peu plus près du Soleil qu'en 2015, et qu'elle ne passera dans les prochains siècles. Alors, bon, c'est un chouïa, on est passé à 1,21 unité astronomique au lieu de 1,24. Voilà. Et donc, elle a été passée 4 fois plus près de la Terre, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de sensibilité pour voir de quoi était composée la comète. On savait, mais tout le but, c'était de comparer ce qu'on peut faire à distance à ce qu'on peut faire de plus près. Alors déjà aussi, il y a l'aspect de la comète dans le ciel. Voilà donc une série d'images que j'ai prises. Donc la première ici, ça c'était Valdrome il y a 1 an. Donc on commençait à voir la comète, à l'époque elle était magnitude 13-14 lorsqu'elle s'approchait du Soleil. Et puis donc elle est passée au plus près du Soleil le 2 novembre, au plus près de la Terre 10 jours après. Et ce qu'on remarque déjà, c'est qu'il y a une certaine asymétrie, on voit surtout bien sur cette image-là, de la coma. Avec donc, si on fait un petit traitement de cette image, donc ce que vous avez en haut à droite, on a une émission qui est un peu collimatée devant, qui est donc ce qu'on appelle un jet, quoi, qui va en gros, alors ici vous avez schématiquement, parce qu'on connaît bien la position du pôle de la comète, l'orientation par rapport au Soleil, donc la phase éclairée, donc là on est éclairé aux 3/4, et le pôle sud qui est ici, et donc l'équateur de la comète qui est là.
Et on voit que ce jet, en gros, il vient dans cette direction-là, qui est à peu près intermédiaire entre la direction du Soleil, un peu par là, et puis le pôle sud, quoi. Et en fait, quand on était sur place, avec la mission Rosetta, on a vu que l'essentiel de l'émission venait de cette région située entre l'équateur et le pôle sud, quoi, la partie entre le point, je dirais, subsolaire, c'est-à-dire le point où le Soleil est au zénith, et puis le pôle sud. Donc la comète, en fait, c'est représenté à peu près avec la même configuration pour son activité. Et alors, avec les observations spectroscopiques qu'on fait en radio ici, en fait, on arrive à voir, si on veut, la vitesse des molécules qui s'échappent de la comète par rapport au noyau. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça, on profite de ce qu'on appelle l'effet Doppler, mais ce qu'on voit ici, c'est que pour l'émission de cette molécule qu'on a observée, en l'occurrence acide cyanhydrique, on a beaucoup plus de molécules sur les vitesses négatives que sur les vitesses positives. Ça veut dire que l'essentiel du gaz vient du côté du Soleil, donc on a bien un jet collimaté et tout ne part pas dans toutes les directions de l'espace de manière isotrope. Donc ces deux observations-là, en fait, confortent l'idée que la comète s'est présentée avec une activité qui était très similaire à ce qu'on a vu sur place en 2014-2016. Donc elle avait vraiment, de ce point de vue-là, la comète est relativement stable d'un passage à l'autre, au moins entre deux passages. Elle se présente une activité similaire, alors qu'il y a des comètes périodiques. D'un passage au suivant, c'est complètement différent, quoi. Des fois, il y a des sursauts. Et là. Alors, la comète, elle a eu son maximum de magnitude. Alors, on voit ici, en vert, c'est les relevés de magnitude. En bleu, c'est le dégazage, c'est des mesures qui ont un peu plus grande dispersion. Donc, c'est la quantité de vapeur d'eau qui s'échappe. Et donc, le maximum a lieu, en gros, entre 0 jours là, on est au périhélie, et puis jusqu'à pratiquement 3 mois au périhélie. Donc, le maximum, on est environ 1 mois et demi après le passage au périhélie. Donc, on a un décalage entre le maximum d'activité et puis le passage au plus près du Soleil. Donc là, en vert, c'est une méthode qui est corrigée de la distance à la Terre. Donc, si on était toujours à la même distance, on verrait ça. Et on a la même chose pour le dégagage d'eau. Le maximum est à peu près ici, quoi. Et en plus de ça, si on mesure ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en bleu clair, vous avez l'émission de la poussière. Donc, en rouge, c'est des mesures directes, mais en bleu, on a corrigé des effets de phase. On a un pic aussi qui est environ, là, on est à 50-60 jours après le passage au périhélie. Et ça, c'est ce qui était bien connu de la comète, c'est que le maximum d'activité est décalé, et, lié au fait, donc, en réalité, que le point subsolaire, donc, où le Soleil est au zénith, se rapproche le plus du pôle un peu après le périhélie. Donc, c'est ce qu'on appelle le solstice. Le solstice d'été dans l'hémisphère sud a lieu un petit peu après le périhélie. C'est pour ça que le pic d'activité est décalé dans le temps. Donc là, de ce point de vue-là, la comète a eu un comportement très similaire à 6 ans et demi auparavant. Pour ce qui est de la composition, donc ça, c'est la composition moyenne, c'est très schématique, un petit peu toutes les différentes molécules qu'on a identifiées dans toutes les comètes, mais a fortiori dans la comète Churyumov-Gerasimenko. Il faut savoir que dans la comète Churyumov-Gerasimenko, on a identifié plus de 70 molécules différentes, alors qu'à distance, dans les comètes, on arrive à peine, dans le meilleur des cas, pour les plus actives, à identifier 30 molécules différentes. Donc, toutes les molécules identifiées dans les comètes sont forcément identifiées dans la longue liste de celles identifiées dans la comète Churyumov-Gerasimenko. On peut les classer en grandes catégories, je vous remontrerai après. Donc, les alcools, bétanol, éthanol, les espèces soufrées dominées par le sulfure d'hydrogène, les hydrocarbures, méthane, éthane, etc. Et après ça, d'autres molécules qui sont présentes en quantité importante dans les comètes, le CO et le CO2, monoxyde de dioxyde de carbone, dont je vous parlais au début. C'est pour ça que c'est important de parler de ce qu'on appelle les lignes de glace de CO et de CO2, parce qu'évidemment, des comètes qui sont formées plus près du Soleil vont être plutôt appauvries dans ces molécules, formées plus loin, elles risquent d'être plus riches. Mais il y a aussi le fait que ces molécules étant très volatiles, ça veut dire que, par exemple, le monoxyde de carbone va passer de l'état de glace à gaz dans le vide à des températures de l'ordre de 25 Kelvin. C'est des températures qu'on va rencontrer à peu près au niveau de l'orbite de Pluton, quoi. Donc, une comète comme Churyumov-Gerasimenko qui tourne entre Jupiter et puis la Terre depuis des siècles, en fait, elle a perdu une grande partie probablement de son monoxyde de carbone original, quoi. Et puis, alors, évidemment, il y a eu d'autres molécules aussi qui sont un peu plus surprenantes auxquelles on s'attendait ou on s'attendait moins. La glycine, qui est en gros la molécule la plus complexe qu'on ait détectée dans les comètes, c'était détecté dans des poussières de la comète Wilde 2 par la mission Stardust, mais aussi donc, directement par la mission Rosetta, donc qui est le plus simple des acides aminés. Évidemment, derrière l'idée d'étudier les comètes, je vous disais au début que les comètes, il y en a qui sont tombées sur Terre, puis
même au-delà de la période de bombardement tardif. Donc, elles ont amené toutes ces molécules-là. Donc, évidemment, pour ce qui est du contexte de l'apparition de la vie, plus on amène, je dirais, un bouillon de culture de molécules complexes importantes, plus on a des ingrédients probablement favorables à l'apparition de structures encore plus complexes jusqu'à l'apparition de la vie. Et puis, il y a une molécule pour laquelle on s'attendait moins, c'est le dioxygène. Pour la première fois, donc avant on n'avait jamais mis ça en évidence, on a détecté donc O2, le dioxygène, qui s'échappe sous forme de vapeur de la comète. Et d'ailleurs, on se pose encore la question sous quelle forme est stocké le dioxygène dans les comètes, parce que on sait très bien que sur Terre, mélanger du méthane de l'oxygène, vous allumez une cigarette, une étincelle, et ça fait tout de suite une oxydation violente. Et on s'attendait peu à trouver de l'oxygène, puisqu'il a facilement la tendance à réagir avec ces autres molécules pour les oxyder, quoi. Alors ça, c'est d'un point de vue qualitatif, d'un point de vue un peu plus quantitatif. Ces molécules, on peut les regrouper, on verra, en plusieurs familles, mais globalement, par rapport à l'eau, ce sont des espèces mineures. On verra que CO, CO2 peuvent représenter 10 à 20%, mais le total, ça fait donc, je dirais, moins de 20% par rapport à l'eau, un peu plus de 30%, puisque l'eau est une molécule légère et que certaines là sont lourdes, mais voilà, en gros, ça reste globalement, donc pour ce qui est de la partie, ce qu'on appelait volatile, donc des glaces, avant que ça soit chauffé par le soleil, c'est à 70% en masse de l'eau et puis après ça, d'autres molécules. Alors, ce que j'ai entouré ici, c'est toutes les molécules qui avaient donc été identifiées en 2014 par la mission Rosetta, qu'on a observées à l'automne dernier. Donc, que ce soit en infrarouge ou en radio. Alors, je n'ai pas encore tous les résultats, mais toutes ces molécules-là, on a pu mesurer cette fois-ci à distance avec d'autres techniques quelle est leur abondance lorsqu'elle est passée près du Soleil cette année, enfin l'automne dernier. Alors, comme je disais, ces molécules, j'ai commencé à dire, on les regroupe on va dire en 4 grandes familles, 4 ou 5. Bon. On met d'un côté CO, CO2 et l'oxygène moléculaire. Alors ça, les molécules azotées, dominées par l'ammoniac, qui représentent environ 1%. Alors ça, c'est la moyenne des comètes. Dans la Churyumov-Gerasimenko, on n'est pas loin de ce chiffre-là. Il y en a d'autres, on verra, il y a peut-être un peu plus riche. Tout ce qui est molécules organiques dominées par méthanol, après ça, on va trouver l'éthanol, l'éthylène glycol, etc. Donc là, ça peut représenter jusqu'à 4% par rapport à l'eau, en nombre. Hein. Les molécules soufrées, dominées par H2S, alors en moyenne 1%, on verra que dans le cas de Churyumov-Gerasimenko, il y a encore des grosses questions. Et puis après ça, donc les hydrocarbures. Donc évidemment, plus les molécules sont simples, plus il y en a. Donc moitié du méthane. Après ça, on va dire un bon quart de l'éthane, l'acétylène, l'éthylène. Et puis après ça, bon, c'est 3 chutes. Et là j'en parle un petit peu à la fin. Avec Rosetta, ils ont identifié des hydrocarbures jusqu'à plusieurs carbones, mais pas toujours en détail. Bon, ça, c'est d'ailleurs des résultats récents. Donc, je ne sais plus jusqu'à combien ils vont, C5, C6, etc. Il y a, entre autres, il y a aussi par exemple le benzène qui a été détecté, C6H6. Voilà, donc les grandes familles. Alors pourquoi ces grandes familles? Je vous dirai tout à l'heure. Au passage, les molécules organiques complexes sont aussi des choses qu'on arrive à mettre en évidence à distance, qu'on avait mis en évidence notamment avec un radiotélescope dans certaines comètes. Alors là, ce n'est pas les cibles de Rosetta, la cible de Rosetta parce qu'il faut des comètes brillantes. Mais il y avait eu en 2015, justement à cette occasion de cette petite caricature du canard enchaîné, la mise en évidence de l'éthanol, donc celui que vous avez trouvé dans votre verre de clairette ce soir. Et puis il y avait aussi, donc là, bon, ça c'était mis en évidence avant l'éthylène glycol, qu'on appelle aussi l'antigel. Et puis, j'ai pas mis là-dessus, mais un précurseur d'un sucre qui est le glycolaldéhyde. Alors quand on dit qu'on a trouvé un précurseur d'un sucre et d'éthanol dans une comète, que moi je m'amuse à calculer la quantité qui s'échappe chaque seconde et j'ai trouvé que ça faisait autant d'alcool qu'on a dans 500 bouteilles de vin. Évidemment, les médias, ils aiment bien, après ça, broder là-dessus et dire on a trouvé l'équivalent de 500 bouteilles de Bordeaux pour faire mieux, quoi. En plus qu'il y a un co-signataire de l'article qui était bordelais. Donc voilà. Alors ça, c'est le canard enchaîné. Il y a des Américains qui ont dit alors comment on appelle je suis pas spécialiste de ça. C'est Happy Hour sur la comète, puisque voilà, c'est l'alcool gratuit. Voilà. Bon, ça c'est pour le fun.
Comme je disais, toutes ces molécules complexes, ce qui nous intéresse aussi, ça permet de savoir un petit peu qu'est-ce qui a été apporté sur la soupe primitive sur la Terre. Et ces molécules-là donc, ont été identifiées dans d'autres comètes. Alors vous voyez, c'est tout ce qui est les petits pics ici, c'est du bruit. C'est-à-dire que le signal est quand même pas facile à faire sortir. Mais par exemple, en haut, vous avez une comète qui est la comète Virtanen, qui était la cible précédente de Rosetta, dans laquelle, vous voyez, on retrouve à peu près les mêmes 4 molécules en question. On voit à peu près les proportions sont similaires. Donc, ça, c'est un des intérêts. Et puis, alors l'autre intérêt, c'est de se dire qu'est-ce qui a été apporté sur Terre, mais aussi comparer ce qu'on trouve plus loin, parce que, comme je dis, les comètes, c'est des résultats de la formation du système solaire. Mais bon, des systèmes stellaires, ils s'en forment ailleurs. Vous savez qu'il y a plein d'exoplanètes. Maintenant, on a identifié plus de 5000 exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Et là, on a des exemples de régions de formation d'étoiles, donc des équivalents de systèmes solaires en formation quelque part dans notre galaxie. Et quand on compare la quantité relative de chacune des molécules dans ces systèmes-là, donc là, j'ai mis en rouge et en orange, là, et bien, par exemple, par rapport aux comètes, là, j'ai mis 4 comètes, donc du noir au vert, ben, on trouve à peu près, alors là, on n'est plus un facteur de 3 près, mais à peu près les mêmes ordres de grandeur. Ce qui laisse à penser que vraiment, là, ce qui est dans la comète, c'est un héritage de la formation de la nébuleuse dans laquelle s'est formé le Soleil, quoi. Et ce qui, après ça, on verra, n'étonne pas forcément quand on verra une comète qui ne vient pas de notre système solaire, dont la composition n'est pas forcément si différente. Alors là, je vous ai parlé des molécules, mais les comètes, c'est un mélange de glace et de poussière. Donc, la mission Rosetta donnait aussi l'occasion d'analyser de quoi sont composées ces poussières. Et bien, en fait, ces poussières, c'est en gros pour la moitié de l'organique et la moitié du minéral, en gros en masse, quoi. C'est-à-dire que quand on analyse la composition au niveau atomique, c'est en gros un tiers carbone, un tiers oxygène, un tiers hydrogène. La moitié de l'oxygène et de l'hydrogène, avec une partie, la moitié de l'oxygène surtout, tout l'hydrogène et une partie du carbone, ça va former des molécules genre CH quelque chose ou COH, donc des molécules organiques, la matière organique. Et puis après ça, les métaux ici, essentiellement du fer, du silicium, du magnésium, combinés à l'oxygène, donc ça va être des silicates, SiO2, SiO4, MgSi. Et donc ça va former la phase minérale. Donc en gros, dans Churyumov-Gerasimenko, ce qu'on a en masse, on va dire qu'on a un tiers de phase minérale, un tiers de phase organique et un tiers de glace. Et donc après ça, si on fait le bilan famille atomique par famille atomique, c'est pour ça au début j'ai distingué donc, tout ce qui est, on va dire, mettons les hydrocarbures et les organiques, ce qui va apporter du carbone, mais en fait essentiellement d'ailleurs CO et CO2. Après ça, les espèces azotées en vert et les espèces soufrées. Dans la phase gaz, donc ce qui vient des glaces, les 3/4 c'est l'oxygène qui est sous forme soit H2O, soit CO, CO2. On a 20% à peu près carbone et un tout petit peu d'azote, un tout petit peu de soufre. Je vous disais à 1% en gros. Dans les poussières, il n'y a quasiment pas de soufre, pas beaucoup plus d'azote. Et sinon, en gros, moitié-moitié carbone-oxygène. La composition du système solaire à son origine, donc on peut retrouver à partir d'analyse de météorites ou voir la composition de l'atmosphère du Soleil. On est plutôt à une majorité d'oxygène, un bon tiers de carbone et pas mal d'azote, qu'on est à 15%. Alors vous voyez que pour ce qui est du rapport oxygène-carbone, en mélangeant dans les bonnes proportions ces deux-là, on va y arriver. Le soufre, il en manque un petit peu et l'azote, il en manque encore plus. Donc, il se pose un problème, c'est que finalement, dans ce qu'on a analysé des comètes, si elles sont formées, elles devraient révéler un peu même la même composition que la nébuleuse protoplanétaire. Il y a un problème, il manque beaucoup d'azote et peut-être un peu de soufre. Alors, où est cet azote? Grande question. Première réponse possible, c'est que je vous ai parlé de la glace qu'on voit sous forme de vapeur qui s'échappe. Les poussières qui restent des poussières quand on les collecte avec Rosetta. Mais il y a probablement des éléments qui ne sont pas suffisamment volatiles pour être sous forme de gaz lorsqu'ils atteignent la sonde Rosetta, par exemple, mais qui, d'un autre côté, sont suffisamment volatiles pour que quand on les collecte avec un analyseur comme l'instrument Cosima, qui est à l'intérieur à environ 20 degrés,
et ben, au bout de quelques jours, ces éléments vont quand même passer à l'état de vapeur, ils vont se disperser et ils vont plus être dans ce qu'on pourra pouvoir analyser. C'est ce qu'on va appeler les composés semi-volatiles, des composés qui vont passer à l'état de vapeur à des températures, on va dire, entre 0 et 100 degrés Celsius, quoi, qui sont des températures quand même un peu plus élevées que ce qu'on a à la surface de la comète. C'est pour ça qu'ils ne s'échappent pas facilement, mais suffisamment basses pour que dans certaines conditions, ça passe de solide à vapeur en échappant à nos observations. Alors en fait, parmi ce type de composés, on a ce qu'on appelle les sels. Alors vous connaissez évidemment le sel de cuisine, NaCl. Là, on va parler plutôt des sels d'ammonium, donc qui en solution vont être NH4+, plus un acide, quoi. Donc ça peut être NH4+, Cl-, qui en fait en se décomposant ensuite dans l'atmosphère va donner du NH3 puis du HCl, l'acide chlorhydrique par exemple. En fait, donc les specs qui ont été obtenus de la surface de la comète ont montré donc, ici cette structure d'absorption qui s'explique très bien par la présence de ces sels à la surface, des sels d'ammonium. En l'occurrence, on ne va pas rentrer en détail, c'est NH4COH-. Mais de manière complémentaire avec l'instrument la spectromasse dont je vous parlais au début, il y a eu un moment, vraiment la fin de la mission, c'était en septembre 2016, un grain visiblement qui est rentré dans l'instrument, qui en principe est conçu pour analyser du gaz, mais ce grain étant composé d'éléments semi-volatiles, il s'est volatilisé en rentrant dans l'instrument. Et puis tout d'un coup, on a eu tous ces pics supplémentaires qu'on n'attendait pas, qui sont apparus. Et parmi ces pics, il y a le pic de l'ammoniac qui est monté en flèche. Et puis d'autres composés, on ne va pas rentrer en détail, mais comme COH ou Cl, etc. Donc on a probablement mis en évidence la présence d'autres sels d'ammonium, donc NH4Cn, NH4COH, NH4Cl, etc. Donc l'intérêt par rapport à ce que je disais avant, c'est que si ça représente quand même quelques pourcents par rapport à la glace, par rapport à la poussière, ça peut expliquer où se trouve l'azote qui nous manque, là, des 15% qu'on voudrait avoir alors qu'on n'en voit qu'1%. Donc c'est probablement une des sources pour expliquer où est l'azote qui nous manque jusqu'à présent. Et d'autres observations pouvaient suggérer ça, c'est que ces sels, évidemment, quand on va être plus près du soleil, ils vont se comporter plus comme les glaces, ils vont passer à l'état de vapeur. Et en observant NH3 dans les comètes, il y a certaines comètes dans lesquelles on a trouvé jusqu'à 3 ou 4% d'NH3 lorsque les comètes étaient très près du soleil. Et l'idée, c'est qu'une partie de cet ammoniac, en fait, vienne de la sublimation de sel. Alors, j'avais un étudiant là, au printemps dernier là, qui a travaillé sur ces observations-là. Donc, des simulations à partir des connaissances du laboratoire sur ces sels pour essayer de voir si on expliquait ça. Alors, bon, c'est un travail très préliminaire, mais ça n'a pas été si convaincant que ça. C'est-à-dire que la comète dans laquelle on a observé ici cette forte abondance d'NH3, qui avait été observée un peu plus loin du Soleil avec une abondance plus faible, alors je ne sais plus c'est quelle mesure, si c'était celle-là par exemple, donc une variation, en fait, avec ce qu'on connaît des propriétés actuelles des sels, on a du mal à expliquer ce comportement. En fait, on s'attendrait à ce que les sels se libèrent beaucoup plus vite. Et l'autre chose, c'est que si ces sels ils viennent en fait en partie des grains, puisque la température à la surface n'est pas suffisante, on s'attendrait à ce qu'ils soient plus étendus dans la chevelure. On va dire peut-être d'un que oui, peut-être d'un que non. Il y a probablement peut-être que HCl est une réponse à la présence de ces sels à la surface. Donc là, c'est dans d'autres comètes. Mais c'est peut-être pas la réponse qu'on attendait, à savoir est-ce qu'une bonne partie de l'ammoniac peut être sous forme de sel dans les comètes. Malgré tout, on a une comète. Quand on s'appelle Nicolas Biver, on appelle ça une comète. Mon voisin de bureau va dire que c'est un astéroïde. Un troisième va dire que c'est un objet transneptunien. Un objet qui s'appelle, et puis un quatrième va dire que c'est une petite planète, c'est Cérès. Donc il y a un objet particulier qui est le plus gros astéroïde de la ceinture d'astéroïdes, mais qui a la propriété d'avoir finalement une densité assez faible qui laisse à penser qu'il a composé à moitié de glace d'eau, donc comme une comète. Et l'évolution des orbites, notamment cette période un petit peu chaotique après 800 millions d'années, suggère que ça peut être très bien un objet formé dans la ceinture Kuiper qui s'est retrouvé dans la ceinture d'astéroïdes. Donc cet objet qui est mi-comète, mi-astéroïde, mi-transneptunien, il a la propriété qu'avec l'observatoire Herschel, donc en 2014, on avait détecté une petite émission de la vapeur d'eau, donc il y a de l'eau qui s'en échappe, donc c'est pas une comète, et notamment probablement de ces régions à blanches ici, là, donc le cratère Occator, qui révèle en fait, c'est pas de la glace d'eau qu'on voit, mais c'est une carte, c'est donc du chlorure d'ammonium.
Donc lui, on voit clairement des sels de chlorure d'ammonium à la surface de cet objet-là. Donc c'est notre preuve que probablement il y a des sels quand même dans des comètes. En l'occurrence, un objet qui est probablement peut-être un analogue aux comètes. Et puis bon, là je ne vais pas rentrer en détail, mais on a d'autres aussi types de composés semi-volatiles, peut-être du chlorure de sodium cette fois-ci, donc qui pourrait expliquer qu'on a cette queue de sodium, dans cette queue rougeâtre qui apparaît sur les comètes quand elles sont très près du Soleil. La présence du sodium a été mise en évidence par exemple sur ce type de spectre pris par un amateur, donc Étienne Bertrand. Là, on voit ce pic là qui est à 589 nanomètres, hein, c'est la couleur des lampadaires à vapeur de sodium, donc, et qui est là, qui est une émission très, très forte lorsque la comète est très près du Soleil, en l'occurrence entre 0,34 et 0,5 unités astronomiques du Soleil. Alors, en plus, donc, il a la propriété, le sodium, donc là c'est un spectre de la chevelure, mais en plus il forme une queue, donc cette queue rougeâtre qui est mise en évidence sur certaines comètes lorsqu'elles sont proches du Soleil. Alors d'ailleurs, si on regarde l'émission, vous voyez l'émission de la quantité, là c'est à partir de l'arrêt que je vais montrer, par rapport aux autres molécules, là, bon, là c'est par rapport à ces deux, on voit que lorsque la comète se rapproche du Soleil, ça monte en flèche. Donc là, ça serait typique d'un sel qui passe à l'état de vapeur à une température très élevée, donc à plus de 500 Kelvin, ce qui explique évidemment qu'on le voit uniquement quand la comète est très près du Soleil. Pour atteindre une température de 500 Kelvin, à plus de 220 degrés Celsius, il faut que la comète soit vraiment près du Soleil. Donc ça, voilà, c'est un élément qui va se sublimer uniquement très près du Soleil. Alors on a quelques images, comme donc, la comète Neowise, donc on a vu passer il y a 2 ans, donc on voit bien donc, en bleu la queue ionique de CO+, donc CO qui se ionise pour donner CO+, en blanc la queue de poussière, et puis en rouge ici cette queue de sodium là. Donc là c'est le 12 et 13 juillet lorsque la comète était en gros un tiers d'une unité astronomique du Soleil. Alors ça c'était la comète Neowise, mais il y a eu d'autres comètes par le passé, la comète de 1904 Pan-STARRS qui est passée aussi, voilà c'est à 0,35 UA. Alors on voit peut-être moins bien ici sur la projection, mais on a une queue rougeâtre ici. Là aussi, on a une queue rougeâtre sur la comète McNaught, oui, qui est donc probablement donc, cette queue de sodium. Alors en fait, il existe, en général, on dit qu'il y a 2 queues dans les comètes, donc la queue bionique bleue de CO+, et puis la grande queue de poussière que vous voyez qui est incurvée. Je vous dis que là, donc, il existe une 3e type de queue, donc la queue atomique de sodium, qui est rougeâtre. Et probablement, il y a aussi un 4e type de queue qui a été mis en évidence sur la comète Garad, là. Pas Garad, McNaught, prise par Garad, qui serait une queue de fer neutre. Donc, c'est des atomes qui sont éjectés à partir de la surface ou du noyau ou des poussières, donc lorsqu'ils sont portés à haute température, qui ensuite vont interagir avec le rayonnement solaire et être accélérés à très grande vitesse et former des queues. Alors, l'autre grande question, c'est que on mesure une comète à un instant donné, mais est-ce que ça révèle exactement la composition des comètes actuelles et passées? Donc, derrière cette question, est-ce que les comètes sont homogènes ou pas? Est-ce que ce qu'il y a au centre, c'est la même chose que c'est à la surface? Et ainsi de suite. Donc, il y a des exemples récents qui nous permettent un peu de ne pas répondre à cette question. Il y a la comète Schwarzenbach-Spann 3. Pour ceux qui sont bien équipés, elle est actuellement à magnitude 11, visible dans le crépuscule le soir. Bon, elle est passée de manière bien plus visible en 2006. Donc, c'est l'image de fond où on voit que, en fait, c'est une comète multiple parce qu'en 1995, elle s'est cassée en morceaux. Donc, en 2006, elle est passée très près de la Terre, à moins d'1 dixième d'unité astronomique. Donc, on a pu analyser les différents morceaux de la comète séparément. Le noyau principal ici, qui fait 1,4 km de diamètre, et puis un noyau secondaire qui fait 400 mètres de diamètre, qui depuis s'est pratiquement complètement dispersé, et puis encore d'autres noyaux. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on mesure la composition de ces noyaux, là en gros on voit ce qui vient de la surface, et sur les fragments, ce qui vient de plus profond, parce que quand même c'est un fragment considérable qui va complètement disperser, donc ça va être révélateur de la composition moyenne. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en mettant la composition pour une douzaine de molécules, donc ici c'est le rapport d'abondance de la molécule en question par rapport à l'eau, dans le fragment C, le noyau principal en horizontal, en fonction du fragment B, l'autre fragment donc en vertical, et à peu près aux barres d'erreur près, qui sont les largeurs,
tout s'aligne exactement sur la droite 1, c'est-à-dire qu'il y a exactement la même composition dans les deux fragments. Donc là, ce qui vient du noyau, lorsque la comète est au plus près du Soleil, est bien révélateur de la composition moyenne de la comète. Et évidemment, si on compare cette comète-là à une autre, par exemple, j'ai repris le fragment B, à la comète Virtanen, ben on voit que là, on a des différences notables. Vous voyez, par exemple, H2S, il y en a 10 fois plus, CS, il y en a 10 fois moins, le méthanol, il y en a 5 fois plus. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas sur la même comète. Et là, c'est un des rares exemples, hein, sur la cinquantaine de comètes qu'on a observées, où on a un alignement parfait, quoi. C'est-à-dire vraiment, on a vu deux comètes qui ont la même composition. Parce qu'en fait, c'est les deux morceaux de la même comète. Le problème, c'est qu'on fait ça avec Turmov-Gerasimenko. On prend les mesures in situ par le spectromètre de masse Rosina, donc en horizontal, en fonction des mesures qu'on a faites à l'automne dernier. Et bah, on n'a pas grand-chose sur la ligne, quoi. Notamment, alors, on va prendre CH3CN ou CS, où il y en avait 4 à 5 fois moins dans les mesures de Rosina. À l'inverse, H2S, ils en avaient 10 fois plus. Qui a raison? Alors la comète, elle peut avoir varié évidemment en 6 ans et demi, mais comme je vous ai montré tout à l'heure, bah, le comportement au niveau au moins du jet, tout ça, est très similaire, quoi. Alors la grande question, c'est de savoir, bah, maintenant il va falloir qu'on regarde de près un petit peu nos modèles, tout ça, pour expliquer donc, de quoi sont composées les comètes et comment on fait les mesures pour expliquer cette différence. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a dans le cas des espèces soufrées, en moyenne 1% de soufre par rapport à l'eau, essentiellement sous forme H2S. Bah, la mission Rosetta avec l'instrument Rosina, il trouvait entre 1 et 2% d'H2S. Nous, quand on observe à distance, on trouve 0,2%, on en trouve 10 fois moins. Donc là, il y a une question, voilà, c'est bon, bah, ça, c'est un petit peu les problèmes qu'on a en astrophysique. Il y en a même qui ont encore la question, ils mesurent la constante de Hubble avec une certaine technique qu'ils trouvent, je ne sais plus si on est à 75, avec d'autres 67, bah, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Bah, ça, c'est une question à résoudre. C'est aussi tout l'intérêt de voir des missions spatiales et en parallèle des missions au sol qui nous permettent d'observer 50 comètes différentes depuis le sol, mais on ne peut pas envoyer 50 missions Rosetta vers 50 comètes différentes. Donc là, tout le travail qui reste, c'est à réconcilier un petit peu ces mesures-là, comprendre pourquoi on n'a pas exactement les mêmes résultats, afin de valider toutes les observations à distance des autres comètes et mieux comprendre si en fait la dispersion d'abondance qu'on va trouver d'une comète à une autre est liée à des problèmes liés à la technique utilisée ou la différence d'une comète à une autre ou pas, quoi. Bon, je vous ai montré qu'il y a des comètes pour lesquelles on est tous d'accord, on trouve la même chose. Et puis voilà, donc ça c'est bon, c'est des résultats préliminaires. Ça c'est bon, c'est les mesures radio que j'ai faites, donc je peux vous les présenter. On a fait les mesures infrarouges, mais elles n'ont pas encore été rendues publiques. Voilà, il y a encore du travail. Et des données de Rosetta, il y en a encore qui sont en cours d'analyse. Alors après ça, je ne vous ai pas parlé du cas du méthanol ou du CO, mais là, c'est un petit peu plus particulier. Bon, le CO, on verra que c'est une molécule qui s'échappe de manière un peu particulière. Le problème sur le méthanol, c'est qu'en fait, on trouve en absolu à peu près la même quantité avec Rosetta, mais la mission, donc l'instrument Rosina, trouvait 2 fois plus d'eau. Comme il trouvait 2 fois plus d'eau, bah, les abondances sont décalées comme ça par rapport à l'eau. Donc, si on trace une droite ici, ben, finalement, ça doit peut-être marcher pour ces molécules-là. Si on fait une correction parce qu'on n'est pas d'accord sur la quantité d'eau qui s'échappe de la comète. Mais il faut comprendre pourquoi on n'est pas d'accord aussi, quoi. Mais bon, et après ça, il y a d'autres choses à prendre en compte. C'est que au cours du voyage de la comète autour du Soleil, ben, il y a des différentes zones de la comète qui sont éclairées et les molécules qui viennent de différentes régions. Alors ça peut expliquer aussi des désaccords parce que la mission Rosetta, elle était à un point dans la chevelure de la comète, elle était là et elle n'était pas là. Et si je vous présente par exemple cette vue qui a été prise au mois d'avril 2015 avant le passage au Périhélie, si on est là, on est pile au sud et puis là on prend le jet de CO2 en pleine figure, donc on va avoir plein de CO2. Par contre, on va avoir beaucoup moins d'eau parce que l'eau s'échappe du côté éclairé par le soleil. Et donc là, on a observé plusieurs molécules. Là, c'est des cartes prises au moment du passage au Périhélie. Donc en bleu, là, c'est l'eau. En violet, c'est l'ammoniac. Et en jaune, c'est le méthanol. Et vous voyez déjà qu'en moins entre l'eau et le méthanol, il vient vraiment ici du pôle sud, tandis que l'eau vient vraiment du côté éclairé par le soleil. Et l'ammoniac, en fait, vient encore plus du côté éclairé par le soleil. Donc ça peut être un des biais aussi des mesures sur place. C'est-à-dire qu'il
faut savoir que au moment où la comète était la plus active, avec Rosetta, pour ne pas être trop perturbé par le gaz et la poussière qui s'échappent de la comète, on ne s'est jamais mis de ce côté-là ici. Parce que là, on risquait d'en prendre plein la figure, entre guillemets, et donc d'être très perturbé. D'ailleurs, la mission Rosetta a été perdue à un moment, donc ça c'était en mai 2016, après le passage au Périhélie. On a perdu la mission pendant quelques heures, parce qu'elle a été perturbée par la poussière et elle a perdu l'orientation. On l'a retrouvée après, mais... Donc c'est pour ça qu'on a évité d'aller dans ces zones-là. Mais c'est là où est l'essentiel du gaz. Donc toute mesure, en fait, que soit faite avec des instruments qui observent globalement la comète ou avec des instruments beaucoup plus précis mais qui observent localement, il y a besoin d'extrapoler à l'ensemble de la comète. Et donc c'est là qu'on a des problèmes de biais et qui peuvent expliquer que certains instruments trouvent 10 fois plus que d'autres, quoi. Et donc en plus, il y a les évolutions temporelles. Donc là, avec l'instrument Rosina, vous avez l'évolution de la quantité de vapeur d'eau qui s'échappe de la comète. Donc avec un maximum ici, on est environ à 500 kg de vapeur d'eau par seconde. Et une décroissance très rapide. Par contre, le dioxyde de carbone en vert, lui, va décroître beaucoup moins rapidement. Alors ça, c'est... En général, on va faire les mesures, on va les comparer là. Là, on est au maximum d'activité. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, ça va changer globalement la composition de la comète quand on mesure à ce moment-là. Mais si on fait l'intégrale de tout ce qui est perdu au cours du passage près du Soleil, on va être à peu près d'accord parce qu'on va être dominé par ce qui s'échappe là. Donc en fait, quand on compare, disons, par rapport aux observations au sol, on va observer quand la comète est plus brillante. Quand elle est plus brillante, c'est quand elle est là. Et en général, là, on a une bonne représentation de ce qui s'échappe de la comète. Alors évidemment, si on observe plus loin, on risque d'avoir un biais. Alors ça, c'est le cas du... Donc là, c'est le CO2 en vert, pardon, c'est pas le CO qui peut rattraper l'émission de la vapeur d'eau. On a même une autre comète qui avait été survolée en 2010 par la mission Epoxy, quoi, avec ce Deep Impact, donc la comète Hartley 2. Et ben elle, en fait, voilà, l'émission de CO2 à partir du noyau, en fait, était pareil. On voit que ça ne vient pas exactement du même endroit. Et là, il y avait même plus de CO2 qui s'en échappait. Et l'essentiel de la vapeur d'eau qui, à distance, dominait, vient de tous ces petits points brillants qui sont en gros des grosses boules de neige, si on veut, qui sont soulevées par l'émission de CO2. Et ces boules de neige vont se sublimer dans les premières dizaines à centaines de kilomètres autour du noyau de la comète. Donc si on est suffisamment loin, si on est à 1000 km, on va voir que 90% de ce qui s'échappe de la comète, c'est de la vapeur d'eau. Si on est près de la surface, il y a beaucoup de glace qui s'échappe, mais sous forme de gaz, on va être à 90% du CO2. Donc c'est pareil, là, si on a une mission Rosetta qui est trop près du noyau de la comète, elle va dire que la comète, c'est essentiellement du CO2 parce que je ne vois pas la glace dans mon instrument qui mesure la composition du gaz. Par contre, le radiotélescope qui observe à plusieurs millions de kilomètres, il va dire non, l'essentiel, c'est de la vapeur d'eau. Mais la vapeur d'eau, en fait, elle est sous forme de vapeur d'eau plus loin du noyau. Et puis donc, en revenant un petit peu là sur une autre comète, ce phénomène aussi de domination d'activité par une autre molécule, lorsque on peut observer une comète plus loin du Soleil, c'est le cas de la comète Hale-Bopp, là, à plus de 4 unités astronomiques du Soleil, là c'est le CO, cette fois-ci monoxyde de carbone, qu'on a détecté jusqu'à 15 unités astronomiques du Soleil, qui est responsable de l'activité de la comète. Donc là, évidemment, quand on est trop loin du Soleil, au-delà de Jupiter, l'eau reste sous forme de glace parce qu'il fait trop froid. Donc ce qu'on voit essentiellement s'échapper de la comète, ça va être du CO, quelques autres molécules qui peuvent s'échapper avec le CO, et un certain nombre d'autres molécules qui vont rester piégées dans les glaces d'eau et qu'on ne va pas voir, quoi. Alors, je vais parler un petit peu justement, après ça, il ne faut pas trop traîner parce que l'apéro va approcher, de ces molécules, de ces comètes pour lesquelles CO joue un rôle important. Donc, je vous ai parlé pas mal du CO, donc le monoxyde de carbone, qui en abondance peut représenter, donc, dans certaines comètes, donc là, le CO est en rose. Bon, sur Virtanen, par exemple, ce n'est pas grand-chose, c'est moins d'1%. Churyumov-Gerasimenko, c'est de l'ordre de quelques pourcents. Mais on a des comètes comme Hale-Bopp. CO, c'est 20% de ce qui s'échappe de la comète. Quand on est près du Soleil, à plus de 4 unités astronomiques du Soleil, c'est plus de 100%. Et on a une comète, la comète Pan-STARRS, qui fait partie, enfin, 2016 R2 Pan-STARRS, parce qu'il y en a plein de Pan-STARRS. La Pan-STARRS qu'on voit actuellement dans le ciel, elle va être un peu plus proche de Hale-Bopp en composition. Où là, on a, dans ce qui s'échappe, 80% c'est du CO. Ensuite, on a 10-15% du CO2. Une dizaine de pourcents, enfin, en fait, on a 7%, c'est de l'azote moléculaire, N2. Donc, si vous vous rappelez du problème où est l'azote manquant, dans cette comète-là, on approche des 15% de N sur C.
un peu moins pareil, par rapport à l'eau, à oxygène, puisqu'on a N2, donc c'est 2 atomes d'azote, tandis que CO, c'est un carbone et un oxygène, donc en nombre, ça fait pas mal. Et puis, l'eau, là-dessus, c'est 0,3%. Alors, il y a un biais possible parce que cette comète a été observée à 2,6 unités astronomiques du Soleil. Donc, évidemment, elle est un petit peu à la limite, quand on regarde la comète Hale-Bopp ou Churyumov-Gerasimenko, où on peut avoir du CO qui s'échappe beaucoup plus facilement que l'eau. Ceci dit, quand on l'a comparé à d'autres comètes comme Hale-Bopp, à la même distance, dans Hale-Bopp, on était dominé par l'eau. Donc là, on a une comète particulière, c'est cette comète-là qui est très bleutée, qui est, dans ce qui s'échappe de la comète, dominée par l'émission de CO et de CO2, et en troisième du diazote. Il y a très peu de poussière. Et on a peut-être là donc, une famille de comètes. Alors des comètes comme ça, on en a vu très peu. Elles ont la particularité d'être d'un bleu intense, totalement bleu, parce qu'il n'y a pas de poussière, donc il n'y a pas de composante, je dirais, blanchâtre liée à la diffusion de lumière du Soleil. Il n'y a pas d'autres molécules comme par exemple l'acétylène ou l'éthane qui vont être responsables du C2 qui donne le vert aux comètes. Donc il n'y a que la composante bleue liée au CO+, donc le CO qui est ionisé, qui va former une queue. Et puis souvent du fait de l'effet de phase, la queue en fait on la voit un petit peu de face. Donc on voit toutes ces volutes qui sont liées de l'interaction en gros de la queue avec le vent solaire. D'ailleurs, on peut passer sur l'image suivante, on voit donc une autre image de la comète Pan-STARRS ici, qui ressemble un peu comme de gouttes d'eau à une autre comète qui est passée en 1962, la comète Humason, qui était également donc, une comète du même type. Et à l'époque, il y avait des spectres photographiques et qui montrent aussi une présence importante de diazote dans cette comète-là, comme la comète Pan-STARRS. Alors malheureusement, des comètes comme ça, en gros, on les compte sur les doigts d'une main en un siècle. On peut donner en gros les 4 ou 5 qu'on a vus. Il y a la comète Morrowind en 1908, la comète Humason, il y a une comète 2002, je crois, VQ94, qui est passée très loin du Soleil, et puis la comète Pan-STARRS. Alors, il n'y en a pas beaucoup de ces comètes, mais ce sont peut-être une famille de comètes qui restent à mettre en évidence parmi les comètes, qui sont celles qui ont pu incorporer dans leur glace une quantité importante d'azote, et qui expliquent où est passé l'azote dans les comètes qui sont formées peut-être suffisamment loin du Soleil, au-delà de la ligne de glace d'azote, pour piéger la glace d'azote dans leur glace et poussière, sachant que l'azote est extrêmement volatile, il va passer à l'état de vapeur à une température même un peu plus basse que le CO. Donc, il peut y avoir eu beaucoup plus de comètes comme ça, mais peut-être que Churyumov-Gerasimenko en faisait partie, mais comme elle est restée longtemps près du Soleil, elle a perdu tout son azote et tout son CO. Mais c'est une comète, celle-ci, vous voyez, période de 22 000 ans, inclinaison 58 degrés, donc c'est une comète qui venait initialement du nuage de Oort et qui revient un peu plus périodiquement, mais bon, qui vient d'assez loin quand même pour ne pas avoir perdu tous ces éléments volatiles. Et pour en revenir à une comète dont je parlais au début, donc la fameuse comète interstellaire Borisov, elle, justement, on a pu mesurer, alors, c'est une comète de magnitude 15 au plus brillant. La comète Pan-STARRS, elle a atteint, je ne sais plus, la magnitude 11-12. Et puis, Churyumov-Gerasimenko, c'était la magnitude 8,5. Donc, évidemment, sur une comète de magnitude 15, on fait moins d'analyses que sur une comète qui est visible à l'œil nu. On a pu mesurer dessus, en gros, l'abondance du CO par rapport à l'acide cyanhydrique, NH2, et puis, voilà, à peu près, puis l'eau. Et ce qu'on a trouvé, c'est que, alors cette fois-ci, on a comparé HCN, qui est une molécule qu'on mesure très facilement dans les comètes et qui fait souvent à peu près 1/1000 par rapport à l'eau, la composition de Borisov par rapport aux autres comètes. Alors, toutes les autres comètes, parmi lesquelles on va trouver, alors en plus, ça c'est les comètes, les comètes de Jupiter, de toute manière, c'est un petit peu mélangé. Il y a Churyumov-Gerasimenko qui est plutôt par là, Hale-Bopp qui est par là. Pan-STARRS qui est vraiment une exception, où on a un rapport qui est supérieur à 20 000. Et la comète Borisov, elle est un petit peu intermédiaire. C'est une comète qui a tendance à être un peu plus riche en CO et également d'ailleurs en ammoniac que les comètes du système solaire, mais pas aussi extrême qu'une comète qui appartient à notre système solaire. Donc c'est une comète qui ressemble un peu aux comètes du système solaire. Aussi pour un autre aspect, c'est qu'il y a eu plusieurs mesures faites sur la comète Borisov au cours du temps. En bleu, vous avez l'évolution de la production d'eau. En vert et en noir, à la production de CO. On voit qu'il y a un moment, on est à moins de CO, on est mettons, à 30-40% de CO par rapport à l'eau, puis après ça, on va au contraire dépasser les 100%. C'est un comportement qu'on a vu sur une autre comète du système solaire, la comète 2009 P1 Garad, qui est passée donc en 2011-2012. Là, vous avez la production d'eau,
qui a décru après le passage au périhélie, qui est ici, ou même un petit peu avant d'ailleurs, ça commence à décroître. Par contre, CO a continué à progresser. C'est peut-être lié aussi autant qu'une vague de chaleur pénètre dans le noyau et permet d'atteindre des couches plus riches en CO à l'intérieur du noyau. Donc ça, de ce point de vue-là, ce comportement finalement peut s'apparenter à certaines comètes, donc là qui viennent du nuage de Oort, donc là la comète Garad, la comète Borisov. Donc tout ce que ça nous dit, c'est que finalement, là, en l'occurrence, cette comète interstellaire, elle a un comportement qui n'est pas totalement atypique par rapport à une comète de notre système solaire, autant en composition qu'en évolution. Et comme je vous disais au début, quand on regarde les molécules complexes, finalement, la composition qu'on trouve dans notre comète, elle n'est pas si différente de ce qu'on trouve dans le milieu interstellaire à quelques centaines ou milliers d'années-lumière du Soleil. Donc finalement, une comète qui s'est forcément formée au-delà de notre système solaire, autour d'une autre étoile, ce n'est pas forcément étonnant qu'on ait une composition qui ne soit pas si différente. Alors, pour ça, c'est peut-être une bonne nouvelle, ça veut dire que des comètes et des planètes qui se forment autour d'autres étoiles, elles ont la même composition que sur Terre, donc qui sait, propice à l'apparition de formes de vie comparables. Alors, pour en finir, voilà d'autres traceurs de l'origine des comètes qui peuvent répondre ou non à est-ce que la vie est apparue sur Terre grâce aux comètes. C'est ce qu'on appelle les rapports isotopiques. Alors ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour certains d'entre vous. Le principe, c'est que les atomes dans la nature peuvent exister sous différentes formes. Ils auront les mêmes propriétés physiques, c'est-à-dire que dans votre verre de jus de fruits ou même dans la clairette que vous prendrez tout à l'heure, vous aurez de l'eau deutérée et puis de l'eau normale. L'eau deutérée, c'est qu'un atome d'hydrogène, dans son noyau, il a un neutron en plus du proton. En gros, dans l'eau terrestre, sur 3000 atomes d'hydrogène associés dans les molécules d'eau, on en aura un où il y aura un neutron en plus. C'est pas dangereux, vous pouvez la boire sans risque. Voilà. C'est ce qu'on appelle un atome de deutérium qui est stable, mais il faut savoir que pour transformer du deutérium en hydrogène, il faut une réaction nucléaire. Donc, c'est des choses qui ne vont pas se produire après la formation des objets dans le milieu interstellaire. Donc, une fois qu'on a un rapport d'abondance entre le deutérium et l'hydrogène, par exemple dans l'eau, il ne va pas varier au cours du temps. Le seul moyen que ça varie, c'est que ce deutérium, il va dans une autre molécule par réaction chimique. Mais globalement, l'essentiel de l'hydrogène dans les comètes, il est sous forme d'eau et donc, l'essentiel du deutérium est dans l'eau. Alors, la grande question, c'est que si on a le même rapport dans l'eau des comètes que sur Terre, c'est un bon point pour dire que l'eau de la Terre vient des comètes. Si ce n'est pas le même rapport, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on observe dans les comètes et même dans le milieu interstellaire? Voilà, en bleu, c'est ce qu'on a dans l'eau terrestre. En vert, c'est dans certaines météorites. Vous voyez qu'il y a une petite dispersion, on en a un petit peu plus, mais évidemment, les partisans de l'eau amenée par les météorites, qui contiennent un peu d'eau ou parfois des matériaux hydratés, c'est qu'on a à peu près le même rapport que sur Terre. Et les comètes, c'est ça. Voilà, on a une dispersion. On a des comètes qui ont le même rapport deutérium sur hydrogène, donc c'est la même eau dans ces comètes que sur Terre. Et puis d'autres qui sont enrichies. Malheureusement, Churyumov-Gerasimenko, elle est là. Elle est dans celles qui sont enrichies, qui contient 3 fois plus à peu près de deutérium dans l'eau que dans les océans terrestres. Alors, l'origine de ça, c'est que vous avez des mesures ici qui sont faites autour d'étoiles, dans des milieux de formation d'étoiles. Vous voyez qu'il y a des dispersions, il y a des valeurs, c'est un peu moins, et puis souvent, on a beaucoup plus. Alors, pourquoi on a beaucoup plus? Là, ce n'est pas des questions de réaction nucléaire, c'est que, en fait, le réservoir de deutérium dans l'univers, il va être dans l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est l'élément principal dans l'univers. Alors, dans l'hydrogène, en réalité, on est plutôt beaucoup plus bas, on en a 8 fois moins. Mais il y a tellement d'hydrogène que lorsqu'on va former de l'eau dans certaines conditions, on va pouvoir enrichir l'eau en deutérium. Donc en fait, probablement dans la nébuleuse dans laquelle s'est formé le système solaire, on avait un réservoir assez riche en deutérium dans l'eau, mais dans les parties internes où il faisait plus chaud, ce deutérium qui était dans l'eau, il est reparti dans l'hydrogène. Donc suivant la distance à laquelle sont formées les comètes, on a eu une eau plus ou moins enrichie en deutérium. Donc des comètes formées peut-être plus près du Soleil ont perdu un petit peu cet enrichissement deutérium qui venait du milieu interstellaire pour se rapprocher de ce qu'il y a sur Terre. Donc on ne répond pas tellement à la question, mais probablement que l'eau sur Terre, soit elle est venue de la Terre, soit elle est venue de météorites ou de comètes qui sont formées peut-être pas si loin que ça du Soleil que la Terre. Peut-être un peu plus loin, mais pas très loin. Alors que les comètes qui sont formées plutôt aux confins du système solaire, elles sont peut-être plus riches en deutérium.
Alors, Churyumov-Gerasimenko, donc, elle ne répond pas à la question, en gros, qu'elle nous a apporté l'eau ou pas sur Terre. Donc, c'est pas la peine. Le graphique que j'ai mis en bas, c'est à peu près le même que le précédent. Et il y a l'autre question, de manière similaire, c'est qu'on a aussi de l'azote lourd par rapport à de l'azote léger. On a de l'azote 15 par rapport à l'azote 14. C'est-à-dire que dans le noyau d'azote, l'azote 14, c'est 7 protons, 7 neutrons. Et l'azote 15, c'est 7 protons et 8 neutrons. Sur Terre, ce rapport, donc à cette fois-ci, on met le rapport 14, N14 sur 15N, on est à 272. La valeur qu'on pense d'origine du système solaire, on est plutôt à 450. C'est ce qu'on mesure dans Jupiter, peut-être dans le Soleil, mais là, c'est plus difficile à mesurer. Et le problème d'ailleurs, c'est que l'azote, on ne sait pas si dans N2 ou NH3. Le problème, c'est que dans les comètes, et là, y compris dans Churyumov-Gerasimenko, on trouve presque systématiquement autour de 150. C'est-à-dire que toutes les espèces azotées, visiblement, qu'on voit dans les comètes, elles sont enrichies d'un facteur 2 en azote 15 par rapport à l'azote terrestre. Alors, ça, c'est un petit peu, je dirais, l'aiguille dans le pied des cométologues, si on veut, qui disent on a du mal à amener de l'azote sur Terre via les comètes, puisque ce n'est pas le même azote. Et pour terminer, j'en reviens un petit peu à Churyumov-Gerasimenko, donc les résultats publiés récemment. Donc le deutérium, là, le rapport de deutérium sur l'hydrogène des océans terrestres, il est là. On a vu, alors là j'ai mis vers le bas parce que ça fait des molécules plus lourdes si on veut. Donc on a 3,2 fois plus dans l'eau de Churyumov-Gerasimenko. Hop, donc l'eau est trop lourde si on veut dans Churyumov-Gerasimenko. Et en fait ça a été mesuré dans d'autres composés comme l'ammoniac, H2S, où là on est quasiment 7 fois plus, ou les hydrocarbures, CH4, où là on a 15 fois plus de deutérium. Donc visiblement 67P a hérité d'un milieu un peu plus riche en deutérium que l'eau des océans terrestres et que toutes les molécules terrestres, parce que sur Terre, c'est équilibré. Si vous mesurez dans le méthane de l'atmosphère ou dans l'ammoniac, etc., on va toujours trouver ce rapport. En fait, c'est 1,6 10-4, donc sans rentrer dans les détails. Donc voilà, donc Churyumov-Gerasimenko, visiblement, elle a une origine qui n'est pas exactement la même que sur Terre. Il y a encore beaucoup de travail. Alors, sur ces problèmes de rapport isotopique, probablement, on n'a pas trop de biais parce que ce sont des molécules, souvent, on mesure presque simultanément. L'histoire d'H2S, on voit qu'il y a encore, faut toujours prendre avec des pincettes les différents résultats puisqu'il peut y avoir des biais en fonction des différents types de mesures. Et voilà, donc il nous reste encore beaucoup de travail à faire sur les comètes. Et maintenant, on va passer dans 10 minutes au moment de boire avec délectation cette eau deutérée ou cet éthanol deutéré qu'on va trouver dans nos coupes de clairette ou de jus de fruits. Et je vous remercie. Alors, on a 5-10 minutes pour les questions, sinon on pourrait toujours en poser à l'apéro. Oui. La formation astéroïdes et comètes, c'est complètement différent? Non, c'est simultané, simplement c'est que les astéroïdes qui sont plutôt la face, on va dire, dépourvue de glace, ils sont formés plus près du Soleil. Ils sont formés à l'intérieur de la ligne de glace, donc plus près qu'à l'époque 2 ou 3 unités astronomiques du Soleil. Il y a des températures qui sont un peu trop élevées pour que justement l'eau se forme de glace. Dans le nuage de Oort, il n'y aurait pas d'astéroïdes? Alors, ça n'exclut pas qu'il y ait quelques astéroïdes, puisque vous avez vu le nuage de Oort, il s'est formé par perturbation du disque. Et en plus, ce que j'ai mis de manière très succinct au début, c'est que les planètes géantes Jupiter et Saturne, dans un premier temps, sont rapprochées du Soleil. Donc, elles ont vidé un petit peu la partie interne en astéroïdes qui ont été éjectés vers l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'il y a probablement au sein de la ceinture d'astéroïdes, enfin, peut-être du nuage de la ceinture de Kuiper, mais même le nuage de Oort, des objets qui sont plutôt peut-être des astéroïdes à l'origine qui ont été éjectés là. Et on a observé quelques objets qui sont sur des orbites très excentriques. Il n'y en a pas énormément, mais qui sont comportés comme des astéroïdes. Il y a des astéroïdes sur des orbites paraboliques. Il y en a quelques-uns, oui. Bon, après ça, on n'a pas été voir sur place s'ils sont absolument dépourvus de glace ou pas, mais il y en a quelques-uns, oui. Au bout d'un certain temps, une comète perd tout son gaz. En plus. Mais ce qui passe, c'est qu'en général, c'est quand même globalement relativement homogène, une comète. Donc, il y aura toujours de la glace à l'intérieur. Et puis, quand elle a vraiment tout perdu, c'est quand la comète s'est désintégrée. La plupart des comètes, elles finissent comme ça. Elles perdent typiquement 1 à 2 mètres de matériaux en moyenne à la surface à chaque passage près du Soleil. Un noyau de 2 km, avec quelques milliers de passages, il n'y a plus rien.
Il y avait d'autres questions là. Oui, Sylvain. Sur les pôles des comètes, je ne sais pas pourquoi je voyais ça comme un truc assez chaotique, une comète, mais donc il y a une rotation régulière pour trouver une période Alors, ou l'autre. Churyumov-Gerasimenko a eu la bonne idée d'avoir une rotation régulière. C'est pour ça que ça nous a facilité, malgré la difficulté des choses, pour aller se poser dessus. Si on avait été vers Virtanen, c'est pas aussi garanti. La comète Hartley 2 dont je vous ai parlé, elle tourne sur 3 axes simultanément. 18 heures dans un sens, je sais plus, c'est 27 heures dans un autre, et puis dans le troisième, je ne sais plus combien de temps. Ce qui fait que, après ça, ça peut même varier en fonction du temps. Ce qui fait que la comète Hartley 2, en gros, au bout d'une semaine, on ne connaît plus son orientation. Donc si on avait été vers une comète comme ça, il faut choisir où on va se poser, mais on n'est pas capable de prévoir dans 3 jours ce qu'il y aura en dessous de nous, c'est un petit peu poker, quoi. Et il y a des comètes dont en plus la période de rotation varie. Alors, Churyumov-Gerasimenko, ça varie. À chaque passage près du périhélie, elle perd en gros, on est à peu près, je sais plus, c'est 20-25 minutes de période de rotation. Elle tournait sur elle-même en, je sais plus, c'était 12h40 ou 12h50 au périhélie de 2008, 12h24 quand elle est passée en 2014, et maintenant on est près à 12 heures. Et ça va diminuer en gros de 25 minutes à chaque fois. Elle accélère, quoi. Mais il y en a d'autres où on a mesure des accélérations ou des ralentissements beaucoup plus importants. Hein. Alors je ne sais plus quelle c'est une comète, je ne sais pas si c'est pas la comète Toto-Giacomi-Cresa qui est connue pour avoir des sursauts, qui a ralenti quasiment d'un facteur 2. Sa période est passée de 18 heures à 25 heures lors du précédent passage au périhélie. Donc ça peut être chaotique, autant dans l'axe de rotation, mais même dans la vitesse de rotation. Et ce qui se passe souvent d'ailleurs, quand on va arriver vers la fin de vie de la comète, c'est que sa masse va être relativement faible. C'est le dégazage qui va accélérer ou ralentir la rotation, mais on peut avoir une accélération. Et ce qui peut se passer sur Churyumov-Gerasimenko d'ici un siècle, c'est qu'on va atteindre une période de rotation tellement courte, de l'ordre de 7 heures, que les deux morceaux vont se séparer. Il y a déjà une fracture entre les deux qui a tendance à s'agrandir. Donc beaucoup de comètes risquent aussi de finir leur vie comme ça parce qu'elles se détruisent par accélération. Et... Oui. Justement, est-ce que tu peux nous parler de la relation entre la forme des comètes et leur taille? Cérès, c'est bien rond, parce que c'est très gros. Churyumov, c'est vraiment une forme très spéciale. Finalement, de près, est-ce qu'on a vu des comètes régulières à part Cérès? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà la dimension qui fait qu'un objet dans le système solaire, enfin même dans l'univers, formé de roches, c'est comme ça, de matériaux classiques, avec une densité qui va être typiquement entre 2 et 5, lorsqu'il fait plus de 500 km de diamètre, la gravité dans son centre va être plus forte que les forces de cohésion électrostatique qui fait qu'une table c'est carré, une chaise a cette forme-là, quoi. Donc un objet de plus de 500 km de diamètre, sous sa gravité, il va s'arrondir. Donc vous ne trouverez jamais un objet... Alors, avec des exceptions près, c'est quelquefois on peut avoir des objets allongés du fait de la rotation rapide. Hein. C'est Oméa, par exemple, un des gros transneptuniens qui doit faire 2000 km dans un sens et 1200 dans un autre parce qu'il tourne sur lui-même en 4 heures. Quoi. Donc il est aplati, voilà. Mais sinon, donc, il y a la forme Cérès. D'ailleurs, c'est pour ça que les planètes naines qui font tous les objets de plus de 1000 km sont rapidement appelés des planètes naines parce que une condition pour appeler un objet planète naine, c'est qu'il soit relativement sphérique. Quoi. Donc voilà, donc Cérès est relativement sphérique parce qu'il est gros. Ensuite, dans les petits objets, évidemment, ils peuvent avoir n'importe quelle forme. Et ça va être lié à leur mode de formation, hein, qui vont agglomérer plusieurs objets plus ou moins sphériques ou leur évolution. On a des comètes qui, les mesures radar, je sais plus, il y a une comète qui est très peu active, qui est passée près du Soleil, c'était 2016 BA14. L'image radar montre un objet relativement lisse, relativement régulier. Mais il y en a d'autres, la comète 45P HMP, elle a une forme qui ressemble beaucoup à Churyumov-Gerasimenko. Mais avec des objets comme ça qui font 1 à 5-10 km de diamètre, on peut avoir n'importe quelle forme. Là. Oui. Est-ce que la sonde qui a atterri sur la comète a apporté quelque chose par rapport aux autres en analyse chimique? Alors, on a eu en gros 72 heures d'analyse et puis donc c'est pas comme les spectrums de masse faits avec l'instrument sur la sonde Rosetta qui a fonctionné pendant 2 ans. Donc on a quelques mesures. Il y a
Il y a certains composés organiques complexes dont je vous parlais qui ont été aussi mesurés sur place. La composition d'ailleurs, alors ce qu'il y a eu comme composition sur place, parce qu'on s'est posé quand la comète était peu active, il y a une partie qui vient aussi de grains qui ont été absorbés par l'instrument, donc en phase solide. Et donc on retrouve, alors, on trouve plus justement à ce moment-là, on a moins de gaz, mais plus des réfractaires, donc des molécules complexes qui ont été observées. Mais on a peu de données, donc et puis c'est aussi des grains qui ont été, en fait le forage n'a pas marché parce qu'on était mal orienté. Donc c'est un petit peu la même chose qu'on mesure avec Rosetta quand on en reçoit des grains, donc ça n'a pas apporté énormément, quoi. Donc évidemment. Spectaculaire Voilà. Ce qu'on aurait aimé, c'était forer pour trouver voilà, de la glace avant qu'elle sublime, parce qu'on a des effets. Alors, là, comme on était assez loin du Soleil, à 3 unités astronomiques du Soleil, il y avait peu de vapeur d'eau qui s'échappait du noyau aussi. Ouais. Une dernière question? On peut considérer que le noyau d'une comète, enfin la comète en général, c'est homogène ou isotrope. Homogène, il semblerait quand même, sur certains exemples, qu'on a une certaine homogénéité, puisque la composition. Alors, je n'ai pas montré, mais il y a des comètes aussi qui tournent. On voit l'activité qui varie d'un facteur 2 à 3 en quelques heures, mais le rapport des molécules reste le même. Donc, globalement, ça a l'air d'être relativement homogène. Après ça, il y a des inhomogénéités qui sont liées un petit peu à l'évolution, donc à l'éclairage. Les zones évidemment, les zones plus chaudes, elles vont avoir tendance à sublimer plus de molécules que les zones froides où il n'y a que les molécules de volatiles qui vont. Donc, que ce soit localement ou en fonction du temps. Mais globalement, ça a l'air relativement homogène malgré tout, quoi. C'est pas, on n'a pas de manière claire aggloméré un morceau d'azote ici, puis un morceau de CO là, un morceau d'eau là, un morceau d'éthanol ici, quoi. Globalement, c'est relativement homogène. Après ça, c'est l'évolution qui fait qu'il y a une certaine stratification qui va se mettre éventuellement en place. Mais bon, après ça, c'est savoir est-ce que c'est homogène à un facteur 2 près, un facteur 10% près ou un facteur 3 près. Voilà. Très bien, je crois que ça va être l'heure de l'apéro, donc je vous remercie. Et puis je suis encore là pour quelques temps si vous avez des questions, quoi.